Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors j'espère que celui-ci sera plus conséquent que celui d'avant, que j'aurai plus de choses à vous dire et que je ferai plus de lecture aussi parce que écoutez c'est toujours aussi compliqué dernièrement. Bon c'est pas grave, je me montre patient, j'y vais à mon rythme et j'essaie de surmonter ce petit passage à vide. Donc je reviens parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire et il va falloir que je tourne le fameux bilan lecture dont je vous ai parlé la dernière fois. Je vais le tourner juste après ce clip de vlog. Et voilà. Bref, je reviens pour vous parler d'un abandon. Oui, on reste toujours dans quelque chose de très optimiste. Je pédale dans la semoule, si vous saviez, c'est compliqué. Mais je vois qu'il y a énormément de monde Énormément de monde. Je suis pas du tout dans les superlatifs. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir en me disant qu'ils ont du mal à lire aussi. Alors je ne sais pas si c'est dû au temps, parce qu'il fait une chaleur insoutenable d'ailleurs. Je crois que je vais aller ouvrir la fenêtre, parce que je crois que je vais mourir. J'arrive. Voilà, il y aura un peu d'air, parce que là, ça devient compliqué. J'avais entrepris, je vous avais dit dans le dernier vlog, une lecture commune autour de notre part de nuit de Mariana Enriquez chez Point, avec Rochelle et Virginie. Je me suis arrêté ici. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises. À peu près ici. J'avais lu tout ça en une semaine, c'est très peu, parce que le livre fait quand même 740 pages et j'étais arrivé à la page 280. Voilà, en ce moment, je vous dis, j'ai pas non plus trop le temps de lire, pas complètement la tête à ça, j'ai du mal à me concentrer de fou. Je lis 3 lignes et j'ai mon esprit qui s'évade et à chaque fois, je dois relire des passages entiers. J'ai du mal à me ficher sur une lecture, c'est compliqué. Bref. J'abandonne pourquoi? Parce que c'est une lecture... alors, il y en a qui disent... Virginie, elle dit exigeante, mais c'est pas exigeante dans le sens compliqué. C'est qu'elle demande un certain investissement, parce que c'est assez dense. En gros, on suit un père qui s'appelle Juan, et son fils Gaspard. Il s'appelle Gaspard, ils vivent en Argentine. Donc on est sur de la littérature d'Amérique du Sud. Et il y a un style assez particulier. Bref, on suit le père et son fils. On apprend que le père est médium, que le fils aurait hérité des mêmes dons que son père. Et au début du roman, son père lui apprend un peu à gérer certaines choses, arriver à couper le lien, sauf qu'il voit des fantômes. Le gamin comprend pas trop ce que c'est. Il est encore assez jeune, je sais pas quel âge il a dans le roman, mais il est pas très vieux. Et son père lui dit, il faut que tu apprennes à couper, sans rentrer dans le détail. Et on apprend très vite que le père est poursuivi par une espèce de secte qui s'appelle l'Ordre, et qui profite un peu des pouvoirs du père qui est médium. Alors c'est assez noir, assez sombre. Même dans le style, dans la façon de narrer l'histoire, je trouve qu'on est sur, culturellement parlant, quelque chose de différent. On nous parle aussi de la dictature de l'Argentine. Alors moi, malheureusement, l'Argentine, j'y connais pas de baluche, rien du tout. Donc c'est Rochelle qui nous a dit que oui, il y avait eu des petits soucis. Ça se passe dans les années 80, je crois que ça commence en 81. Et donc il y a le petit contexte politique derrière. Et voilà. Donc c'est un livre qui n'a pas de chapitre, mais qui a seulement des parties. Par exemple, la première partie fait 180 pages, je crois. Et aucune ne se ressemble, parce que la deuxième partie, je crois qu'elle fait 20 pages. Bref. Et elle va prendre vraiment le temps d'installer son histoire, de nous parler des personnages. Elle va avoir une vision assez singulière, parce que je trouve que le roman a quand même quelque chose d'assez singulier dans sa façon de traiter les choses. Notamment, en ce qui concerne une thématique, alors je sais pas si je peux trop vous en parler, mais il y a une notion de mal, le mal avec un grand M, qui est assez présente dans le récit. Et l'autrice, elle a une façon de le mettre en place, de nous le décrire, de le décrire. La façon dont il se manifeste, elle a une façon de faire assez particulière, mais je l'ai trouvée hyper intéressante, parce qu'elle nous met face à l'inconnu, le mystérieux, on ne sait pas à quoi on a affaire. Il faut savoir que quand on débute le récit, on ne comprend pas tout, c'est comme si vous allumez un film en plein milieu. Vous partez avec ce qu'elle vous dit, puis il faut pas trop réfléchir. La première partie était assez intéressante, assez noire. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des trucs très visuels mais très impactants. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. La deuxième partie était aussi intéressante, elle va creuser certains personnages. Par contre, arrivé à la partie 3, donc arrive à la page à peu près 200. Moi perso, les filles ont été enjaillées, elles sont encore à fond dans leur lecture. Elles ont beaucoup aimé la plume de l'auteur. Moi perso, je me suis vite ennuyé. Parce que le problème qu'il y a, je trouve, pour moi, c'est que je ne sais pas où elle veut aller. Je ne sais pas où l'autrice veut aller. On n'a pas tous les éléments en tête ou en main. Elle ne nous dit pas tout. Donc on a avancé avec une espèce de zone de flou. On essaie de comprendre sans vraiment savoir de quoi il s'agit.
et on ne sait pas c'est quoi le but et la finalité du roman. Donc en fait, un roman traditionnel, vous comprenez très vite par la suite où l'auteur va en venir. Je bafouille. Où l'auteur va en venir, et du coup vous lisez le livre jusqu'à temps qu'il y ait le climax, et vous dites ah ouais, ça y est, c'est arrivé, et du coup on tourne les pages comme un dingue. Là c'est pas le cas. C'est que je trouve qu'arrivé à 300 pages, elle est toujours en train d'installer son histoire. Âme sensible, je m'abstiendrai parce qu'il y a quand même des scènes assez graphiques. C'est pas vraiment, je dirais pas que c'est gore, c'est plus violent et noir. Et elle insiste pas non plus, mais je trouve qu'elle a une façon d'évoquer les choses qui est vraiment pertinente. On parle beaucoup aussi de sexe, donc voilà, faudra pas être non plus choqué par ce genre de sujet. Mais voilà, il y a une part aussi qui est faite assez psychologique au personnage. On n'est pas dans forcément quelque chose de très optimiste, mais beaucoup très pessimiste. Et je rejoins certaines personnes qui m'ont dit c'est le genre de roman, ça passe ou ça casse. Donc moi j'ai pas réussi à m'attacher au perso, et arrivé à 200 où je me suis arrêté, je me suis dit non c'est bon. Déjà en ce moment je suis pas dans un très bon mood, donc je pense qu'avoir une lecture exigeante comme ça n'aide pas. Et de deux, j'ai plus envie de perdre mon temps. J'aurais pu forcer peut-être, mais il paraît que j'ai discuté avec certains d'entre vous qui sont venus me voir en DM sur Insta et qui m'ont dit que l'intrigue est arrivée assez tardivement. Mais je pense que elle peut arriver tardivement, mais elle va raccrocher tous les wagons. Je sais pas, je vous dis ça, je sais pas à quel moment elle arrive. Je vous spoil pas parce que c'est ce qu'on m'a dit et je vous ai pas dit comment ni pourquoi. Bref, voilà. Donc j'arrêterai ici. Et je pense que voilà, ce genre de titre, ça le fait ou ça le fait pas. Moi perso, avec moi, ça n'aura pas marché. Je pense pas que je vais le relire. Je savais pas si j'allais le garder ou pas, mais je pense que j'ai peut-être pas envie. Alors, non pas que j'ai pas envie de réessayer, mais j'en ai tellement à lire. Bref, donc voilà pour celui-ci. Du coup, j'avais attaqué, avant d'attaquer celui-ci, j'avais attaqué quelques pages de celui-là. Donc c'est Le Mystère du Roi en jaune de Corentin Ruffet chez Inception Édition. C'est la sortie du mois de mai. J'avais lu le prologue qui faisait une quarantaine de pages et le chapitre 1. Là, j'ai relu le chapitre 2 ce matin, hier soir. Ça se passe plutôt bien, on est dans un univers un petit peu Lovecraftien. Et voilà, j'ai jamais lu Lovecraft, mais on en parle tellement qu'on connaît un peu l'ambiance. Vous voyez, c'est presque un style littéraire en fait. Et du coup, j'aime beaucoup. Et je suis vraiment qu'au début, parce que là je vous dis que je suis à la page 60. Donc je ne suis qu'au début, je vous dirai quand je l'aurai terminé. Pour l'instant c'est plutôt sympathique. Voilà pour la petite nouvelle. Donc du coup je suis allé en brocante ce matin. J'y allais sans conviction. C'est Petit Bidon qui est venu me chercher. Je suis bah écoute si tu veux je viens avec toi. Et c'est une brocante où je vais tous les ans et je ne trouve jamais rien. Enfin j'avais trouvé quelque chose il y a plusieurs années. Et là je me dis j'y vais confiant, je n'achèterai rien. Je suis revenu avec 7 livres. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Là je vais donc, comme je vous dis, essayer de tourner mon bilan lecture. Parce que j'ai du mal à me concentrer, donc je vais essayer de tourner ça pour que vous ayez une vidéo mercredi. Hein. On va pas se mentir. J'ai pris des petites notes pour ne pas m'embrouiller d'ailleurs. Et ensuite, je vais essayer de lire un petit peu. Et de lire Le Mystère du Roi en jaune. Alors par contre le truc qui m'ennuie, c'est que je trouve que les journées en ce moment sont plutôt ensoleillées et assez chaudes. J'aime pas trop la chaleur, je vous avouerai. Mais là en plus il y a plu plusieurs fois dans la journée et du coup j'ai l'impression que l'humidité elle remonte et que c'est étouffant dehors, c'est affolant. Bref, j'en viens à vous raconter la météo, tout le monde s'en fout. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends bientôt. Salut. Hello hello, on se retrouve, on est le samedi 24 juin. Je me souviens plus quand est-ce que je vous ai pris. Je sais plus. Je reviens parce que j'ai fini Le Mystère du Roi en jaune de Corentin Ruffet aux éditions Inceptio. Et c'était une super lecture. Comme vous le savez, je crois que j'ai l'impression que je me répète. Si vous ne le savez pas, vous ne le saurez jamais. Hein. En ce moment, c'était difficile pour moi de lire surtout de l'imaginaire. J'arrivais pas trop. Je pense qu'on était quand même sur une petite panne de lecture. Enfin bref, j'étais un petit peu chamboulé de ce niveau-là et j'avais un rythme de cacaboutin. Parce que c'est quand même que le 3e titre que je termine ce mois-ci, on est quand même le 24 juin. Bon, c'est pas la course, c'est pas grave, mais les 2 autres titres que j'ai lus, c'était Hystérie champêtre, que je vous ai chroniqué et qui était un tout petit livre de 200 pages, et la pièce de théâtre de Félix Radu qui faisait 100 pages. Mais j'ai lu Notre part de nuit, j'ai quand même lu 280 pages, donc l'équivalent d'un petit poche, mais bon, je ne l'ai pas terminé, donc ça ne compte pas. Et du coup, celui-ci, si vous vous souvenez, je l'avais commencé avant la LC, j'avais lu 40 pages, je l'ai repris après. J'ai pas lu tous les jours cette semaine, je lisais pas forcément beaucoup. Et au final,
il a réussi à m'embarquer. Je trouve ça fort quand même de la part de l'auteur. Bref, ici on suit le petit marque-page qui se barre. Donc le marque-page, l'effigie du roman. Hop, je le range. Ici au début, on va suivre dans un prologue deux personnages, c'est Faye et Jacob. Donc c'est des descendants de Van Helsing. Vous avez Jacob qui est l'oncle de Faye et tous les deux ils chassent les vampires. C'est des espèces de chasseurs, ils sont là pour ça, avec une devise. Bref, on les suit eux. Après le chapitre 1 commence et là on suit un autre personnage qui s'appelle Frank Blackwood, qui est un ex-policier de New York qui apprend qu'un intrus est dans sa maison. Donc lui il n'est pas sur place, donc il prend sa voiture, il fonce à sa maison et quand il arrive il découvre sa femme et son enfant, je crois que c'est un bébé d'ailleurs, qui sont morts et il se donne pour mission de retrouver qui les a tués, mais il va se mettre sur une enquête dont il a absolument pas idée, mais du tout quoi. Pour le résumer, voilà, c'est à peu près tout, c'est suffisant pour vous de le savoir. Donc faut savoir déjà aussi que l'auteur, Corentin Ruffet, à la base, il fait des jeux de rôle et avec un groupe, ils ont créé les Aliénés de Cthulhu. Donc c'est pour ça qu'on voit les aliénés ici, qui est un jeu de rôle qui tourne autour de l'univers de Lovecraft. Et du coup, à partir de ce jeu, il en a extrait cette histoire qui s'en inspire beaucoup. Donc du coup, ça se sent beaucoup que l'univers est très maîtrisé par l'auteur. Si vous n'avez jamais lu Lovecraft, je n'ai jamais lu Lovecraft encore, ce n'est pas grave. Il va y avoir beaucoup de références, surtout sur des noms au niveau de la mythologie des monstres. Moi, j'ai quand même été jeter un coup d'œil sur Internet pour savoir à quoi il ressemblait et vite fait une définition en quelques lignes. Mais si vous n'allez pas voir, c'est pas grave, vous n'allez pas être perdu. L'auteur arrive à faire en sorte que je pense que les fans de Lovecraft vont s'y retrouver et ceux qui ne le sont pas ne seront pas perdus. Les personnages, je trouvais que les personnages étaient vraiment pas mal. Un petit bémol parce qu'il aurait pu leur donner un peu plus de densité et plus les approfondir, ça aurait été sympa. Notamment le flic qui a perdu sa femme et sa fille, il aurait pu creuser un petit peu la psychologie, mais bon, c'était pas le but non plus. L'univers est hyper creusé, hyper travaillé, hyper fascinant, j'ai surkiffé. J'ai eu une petite pensée pour Drémence de Morgan Stankiewicz en lisant celui-là. C'est pas la même chose, mais il y a un petit truc qui m'y a fait penser, je ne vous dis pas pourquoi. J'ai trouvé que la fin n'était pas forcément facile. J'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être qu'il y aura une suite vu comment ça se termine. Mais on peut lire que celui-là, c'est pas un problème. Et du coup, donc je vous disais, la première partie est un petit peu longue à se mettre en place, mais en même temps on s'ennuie pas. On est dans les années 20, donc moi c'est une ambiance où on reste quand même sur du vampire un petit peu classique tout en étant moderne, mais il va pas complètement dénaturer le mythe du vampire qu'on connaît de façon classique. Il y a des références à certains romans comme Dracula avec Van Helsing et tout ça. Mais c'était vraiment sympa. Donc du coup la première partie, je vous dis pas à quel moment, on nous présente les choses et d'un seul coup, paf, il s'est passé un truc pour moi et j'étais à fond dedans. Je sais pas, l'auteur a réussi à retourner le truc et là je pouvais plus lâcher le bouquin et en fait j'ai peut-être mis 4 jours à lire un certain nombre de pages. Et en fait, en 2 jours, j'ai tout bouffé, quoi, le restant. Donc j'ai vraiment passé un super moment. Je l'ai dit sur Instagram, mais je crois que de toutes les lectures Inception que j'ai faites, je crois que c'est la meilleure. Après, voilà, je suis un petit peu déçu, mais c'est moi, c'est pas le livre, d'avoir eu un petit peu un bad mood. Parce que même si je l'ai terminé, j'ai encore un petit peu de mal à me concentrer. Donc j'ai peut-être raté 2-3 petits trucs, j'en sais rien. Ouais, j'étais pas assez à fond dedans, c'est dommage. Donc ce ne sera pas un coup de cœur, mais franchement, c'est passé à ça, quoi. Mais c'était franchement une excellente lecture, j'ai adoré. Je crois que c'est le premier roman de l'auteur et je trouve que déjà au niveau de sa plume, elle est géniale parce qu'il détaille, mais c'est pas un détail trop ennuyant, c'est vraiment pour s'immerger dans la chose. C'est très visuel, on voit vraiment ce qu'il veut nous montrer. Il explique à un moment des choses qui ne correspondent pas aux lois physiques qu'on a nous dans notre monde. Je ne vous en dis pas plus. Et il décrit ça de façon très claire. Et du coup, on n'est jamais perdu, c'est jamais trop lourd au niveau du style. On sent qu'il est passionné, qu'il arrive à nous transmettre la passion de son histoire, de ses personnages et tout. J'ai passé un excellent moment, c'était franchement génial. Si vous aimez l'horreur, mais sans que ce soit trop gore, allez-y. Moi, j'ai trouvé ça top. Franchement, top. Du coup, Le Roi en jaune, c'est un roman de... Je sais plus le nom, j'ai regardé, je me rappelle plus, j'ai dit que je vous le dirais, je ne sais plus.
Bref, et du coup il y a une référence aussi encore littéraire, j'ai été voir, donc puis on peut faire des petites recherches aussi pour voir à quoi l'auteur fait référence pour son livre. C'était franchement tip top. Et j'espère qu'il en écrira d'autres parce que je vais surveiller, je me suis abonné à sa page Insta parce que je vais surveiller ce qu'il va faire par la suite. C'était franchement cool et j'aime beaucoup d'ailleurs la couverture, mais super lecture. Donc je suis content d'avoir repris un petit rythme et j'espère que ça va me sortir un peu de cette pseudo-panne que je me traîne depuis 2 mois. Ensuite, ce n'était pas prévu, absolument pas du tout, mais c'est pas grave. J'ai décidé de lire un SP, une lecture perso, de reprendre un SP. Vous savez, j'ai cette fameuse pile à lire à terminer, donc elle s'étalera aussi sur juillet, hein, les 2 de Frédéric Livin, c'est les 2 Méline Carlyle. Parce que le 2 c'était un service presse, mais je veux lire le 1 avant. Donc ils sont là, bien au chaud. Il faudrait aussi que j'essaye par la suite de finir le Noir d'Absinthe également. Mais je sais pas quand. C'est pas grave. Donc du coup, comme vous savez, j'avais fait une lecture commune avec Virginie et Rochelle autour de notre part de nuit que j'ai abandonné. Et du coup, en discutant avec Rochelle, elle me dit qu'elle fallait faire une lecture commune avec Céline Candichai. Et c'était sur le livre Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, que moi j'ai acheté suite à l'avis de Dorian. Je voyais que Dorian l'avait adoré et du coup ça m'a donné très envie. On est encore sur un tout petit livre, ouais, 850 pages. Bon, c'est quand même écrit gros, je trouve, ça va. Du coup, Rochelle me dit, mais tu veux pas venir la faire avec nous? Je dis, je sais pas, je dis, tu sais, si vous lisez ça super vite, moi je suis pas d'un rythme de godin. Elle dit, non, c'est pas grave, si c'est plus long, c'est plus long. J'ai voulu faire un découpage, mais en fait ça sert à rien, parce que chaque chapitre fait à peu près 100 pages, donc je me dis que, voilà, peu de choses près. Lire un chapitre par jour, et ça va, il n'y a que le début, où je vais en lire 2, je pense. Donc voilà, donc du coup je suis parti à partir de lundi. Alors je comprends pas, les filles m'ont dit le 25, mais le 25 c'est dimanche. Et après elles m'ont dit lundi. Donc je crois que c'est lundi. À partir de lundi, on va commencer celui-ci. Je n'ai pas relu le résumé, je ne veux pas le relire. Mais voilà, on est sur du contemporain, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, pour demain, si je vais lire, pas ce soir, parce que je pense qu'après cette vidéo, je vais aller faire dodo. Mais demain, je pense que je vais me lire des graphiques, donc je vais me terminer Léviathan, le dernier tome. Le tome 3, j'adore la couverture de Shiro Kuroi, c'est chez Kiyun de la collection Seinen. Donc je voulais relire les 2 autres, mais je m'en souviens assez. Donc je pense que je vais juste lire le 3 pour le finir. Et je vais peut-être me refaire un défi, vous savez, comme j'avais fait le mois dernier avec Alpi The Soul Sender. Je vais peut-être refaire pareil. Il reste... attendez. Je vais prendre mon petit carnet. Il reste... 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours avant de passer au mois de juillet. Je me dis que c'est peut-être envisageable, peut-être, hein, je dis bien peut-être, de me lire l'intégrale de la... non, c'est ça qui est venu avec. De me lire l'intégrale des comics Buffy que j'ai acheté un petit moment. J'avais lu les premiers au fur et à mesure qu'ils sortaient et après j'ai un petit peu abandonné. Donc maintenant que j'ai tout, il y en a 10. Et après il y a une autre BD à part hein, qui est sortie que j'avais trouvé, je crois que vous en avez parlé quand j'avais été faire la librairie avec Margot à Paris. Donc j'aimerais bien lire les 11, donc je me dis il reste 5 jours, ça fait à peu près 2 BD par jour. Ça se lit vite, c'est pas non plus... il y a des dessins qui sont superbes. Après le graphisme, c'est pas la même, mais moi je le trouve joli, ça ne me gêne pas. Est-ce que vous pouvez voir un peu? Donc vous avez là, vous voyez, vous avez la petite Buffy, et derrière vous avez Alex et Willow. Je trouve que ça va les dessins. Je sais pas si c'est les mêmes dessinateurs jusqu'au bout, j'ai pas regardé. Donc je pense que je vais peut-être me la relire. Donc ici on reprend l'univers de Buffy pour ceux qui ont vu la série. On la place en 2020, dans les années où on est. Donc du coup, comme vous voyez là, Buffy a un téléphone portable, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc elle discute sur Messenger, elle envoie des textos, donc tout est modernisé. Et l'histoire ne va pas forcément suivre la même trame que celle de la série, mais on va garder les mêmes personnages. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est habitué à la série ne trouvera pas que c'est dénaturé parce que les personnages sont exactement les mêmes. Mais quelqu'un qui connaît rien ne sera pas perdu s'il n'a pas vu la série. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un juste équilibre qui est fait entre les deux. Et c'est plutôt sympathique. J'avais lu les premiers que j'avais bien aimé parce que du coup, moi je découvre aussi parce qu'ils ont changé soit la chronologie des événements, soit carrément la ligne directionnelle par rapport à... Ça se dit ça, la ligne directionnelle? Bref, les scénarios de la série de base. Donc nous verrons bien. Je vais essayer de me tenir à ça. Donc ça voudrait dire que demain, il faudrait que je lise ça et 2 BD Buffy. Et après, lire ma partie du jour plus une BD Buffy. Alors, on verra bien si Buffy s'étale sur le mois de juillet. C'est pas très grave. Sinon, aujourd'hui, j'ai tourné le book haul
Comme ça c'est fait, parce que je ne rachèterai pas de livres. Hein. J'en ai acheté suffisamment. Et je vous ai tourné ma petite pile à lire de l'été, qui n'a rien d'extraordinaire, parce que vous les avez vus, je pense, ces vidéos-là depuis. Mais c'est juste que... Oui, c'est ça, parce que vu l'ordre où je l'ai fait, le vlog arrivera après. Les titres, on les a déjà vus, mais il faut que je finisse par les lire, parce que j'ai toujours envie de les lire, donc j'ai pas été trop ambitieux non plus dans la palle. Je veux pas non plus m'enflammer. Et voilà. J'hésitais, et dans 15 jours, il y a un salon, vous savez, j'y vais tous les ans, je vous en ai déjà parlé, c'était le salon du Dormantastique, et il commence début juillet, premier week-end de juillet, enfin le premier week-end, le 1er juillet, je crois que c'est un vendredi ou un samedi, je ne sais plus, attends, je vais vous dire ça, un samedi je crois. Ah. Ouais, c'est un samedi, donc pas le week-end là, mais le week-end d'après, il y a le festival de Dormant où j'irai faire... festival à Dormant, le Dormantastique, j'ai du mal le sort. J'irai faire un tour. J'irai avec petit binôme. Et puis voilà, je vous en parlerai. Je sais pas si je filmerai, j'essaierai, parce que j'aime pas trop filmer quand il y a du monde, vous savez. Mais voilà, bref. Je suis très content d'avoir enfin terminé un livre. Faut que j'essaye demain d'écrire ma chronique de celui-ci. Et d'en profiter pour écrire. Il me restait encore 1 ou 2 chroniques à rédiger. J'ai pris des notes, mais j'ai pas fini. Faut que j'essaye de les écrire. Pour être tranquille, d'ailleurs, je vais prendre des notes sur celui-ci, comme ça, j'aurai pas à chercher. Voilà, je me prépare déjà pour le faire. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que je vais revenir très vite pour parler au moins de ça. Et puis, peut-être de ça dans une semaine. Peut-être que dans une semaine, il sera lu. Ce sera un exploit si je l'ai lu en une semaine. Hein. C'est qu'il m'aura vraiment plu. Mais on verra bien. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut. Salut tout le monde. On est le dernier jour de juin, le 30. Je reviens enfin vous voir. La dernière fois que je vous ai laissé, j'avais des petits objectifs en tête. Je les ai remplis. Plus ou moins, on va dire. Pour rappel, je suis sur la lecture commune des Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. J'ai lu à peu près 250 pages. Donc hier soir, c'est où on était, Rochelle, parce que je suis avec Rochelle et Céline Candichay pour le lire. Rochelle est arrivée page 250, donc j'y suis. Je vais relire après un peu, je pense. J'y vais à mon rythme. Ça se passe très bien. L'écriture de l'auteur, elle est géniale. Ça se lit tout seul. Je passe un très bon moment pour l'instant. J'ai rien à redire. Je trouve qu'au niveau... de toute façon, je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé, mais au niveau des dialogues, je trouve ça très vivant, très rythmé, très spontané. C'est comme si, franchement, on assistait à la conversation face à nous. Enfin bref. Il y a des moments assez durs et d'autres assez drôles. Donc on échelonne entre les deux, mais ça se passe plutôt bien et les personnages sont plutôt sympathiques. Donc pour l'instant, je passe un très bon moment et j'y retourne toujours avec plaisir. Donc ça c'est cool, enfin un livre où j'y retourne avec plaisir et j'ai plus cette pseudo-panne. Donc voilà, je profite sans non plus me mettre la rate au courbouillon. Donc voilà pour ceci. Alors petite nouvelle aussi, depuis le début de la semaine j'ai chopé le rhume. Qui chope le rhume en plein été, hein, sérieux? J'ai chopé en début de semaine, ça commence tout doucement, vous devez m'entendre parler un petit peu du nez, ça commence tout doucement à partir, mais j'avais de la fièvre, enfin j'étais vraiment pas bien. Bon ça y est, ça a l'air de vouloir enfin m'abandonner, ce serait bien, c'est le cas de le dire, m'abandonner, pardon, c'était une blague nulle. Sinon, j'ai lu des graphiques. Dimanche, j'ai lu le 3e et dernier tome de Léviathan de Shiro Kurohi. Alors, je ne saurais jamais comment ça se prononce. Chez Kiyun. Vous saviez, c'était une publication qui était inédite pour la France. Parce que le mangaka avait décidé de faire ça à son rythme. Donc il s'était arrangé avec Kiyun. C'est un libraire qui m'avait expliqué ça. Parce qu'au Japon, il y a quand même un rythme assez soutenu. Et ce qui est cool, c'est que l'auteur a réussi à se faire publier au Japon et que ça a cartonné. À la fin, vous avez une petite interview avec plusieurs petites infos en fait. Vous voyez, par exemple, on a la fiche japonaise du premier tome. Donc, je trouve ça super cool. Alors, j'ai déjà lu il y a une semaine, donc il faut que je m'en souvienne. J'ai bien aimé cette fin. Je trouve que l'histoire se tient du début à la fin, qu'elle n'est pas trop longue ou trop courte. Je trouve que les dessins de l'auteur sont sublimes. Il y a des planches absolument magnifiques. Je ne peux pas vous les montrer parce que ce serait spoilé, mais je les trouve tellement saisissantes, tellement angoissantes,
Je trouve aussi que chaque tome est différent en fait. Tout se complète, mais chaque tome, moi, ça prend un angle pour l'histoire qui est assez différent. Le premier était vraiment... il y avait, vous savez, pour l'histoire, en gros, c'était une équipe scolaire, une école scolaire, ça veut rien dire. Un groupe scolaire qui était dans un espèce de fusée ou de navette de l'espace, qui revenait d'un voyage scolaire. Et ils se font tirer dessus, donc il y a une partie du vaisseau qui est explosée. Alors je sais pas si on peut la retrouver, la partie du vaisseau éclatée. Je sais qu'il y avait des extraits, mais est-ce que c'est dedans? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Non, bah là c'est autre chose. Ben, je l'ai plus. Si j'y pense, je vous mettrai une image. Bref, ils se font tirer dessus et du coup le vaisseau annonce, parce qu'il y a une intelligence artificielle dans le vaisseau, annonce que ben, tôt ou tard il n'y aura plus d'oxygène dans le vaisseau et il reste une place pour une personne. Donc ils vont commencer tous à magouiller pour savoir qui va rester, qui va réussir à survivre à cet accident et à cet attentat, si je puis dire. Et du coup, dans le premier, c'était vraiment des coups bas, des coups en douce. Ça parlait des manigances, on va dire. Le tome 2 poursuivait l'histoire, mais était sous un angle différent. Je vous dirai pas lequel, j'ai pas envie de spoiler, parce que si je vous dis à quoi ça me fait penser, tout de suite, il y a du spoil. Je préfère rien dire, Et là, on est encore sous un angle différent. Donc du coup, il n'y a jamais d'ennui sur les 3 tomes. Moi, j'ai bien réfléchi, du coup, à ce que j'ai ressenti. Et je pense que je reste dans l'ordre de lecture, c'est-à-dire que j'ai adoré le premier tome que j'avais vraiment surkiffé. Vous savez, je vous en avais parlé, je l'avais découvert dans un magazine de pré-publication, un peu de publicité de Kiyun qui sort de temps en temps en librairie. Et il y avait 1 ou 2 chapitres dedans, je crois. Et j'avais adoré, il avait fallu attendre qu'il sorte. Il devait sortir en septembre, après il l'avait repoussé en janvier. J'ai lu le manga, j'ai adoré. Le tome 2, j'avais aimé, mais c'était différent parce que le premier était vraiment... Le deuxième est beaucoup plus tourné action que le premier. Le premier, je vous dis, c'est des manigances, c'est des stratégies, c'est encore différent. Et le tome 3 était vraiment sympa, il vient clôturer l'histoire. Franchement, on est surpris par plein de choses. Je ne m'y attendais pas. J'ai bien aimé. Alors, est-ce que c'est le fait aussi que j'ai trop attendu entre chaque tome? Peut-être. Je sais pas quand est-ce que l'auteur sortira quelque chose, parce qu'il a dit qu'il ne resterait pas là. Mais je trouve toujours que j'aime beaucoup le dessin, il joue avec le sombre. Enfin, regardez, moi je trouve ça, j'adore le graphisme. Il a vraiment son style à lui, ça change un peu de ce qu'on voit dans les mangas. Et il y a un côté sombre qui est présent et que je trouve très très intéressant, vous voyez. Il joue avec, regardez, le visage est un peu dans les ténèbres et tout, face au gamin qui est beaucoup plus éclairé, enfin... ça amène un peu de tension. Enfin, moi j'adore. Je peux pas trop vous montrer d'image, du coup je veux pas spoiler. Mais une très très bonne série. En plus, il n'y a que 3 tomes. Bon, c'est des tomes qui sont un petit peu plus chers que la normale parce qu'ils sont un peu plus grands. Hein. J'ai pas de tome de manga sous la main là. Non. Attendez que je vous montre. J'en ai un là. Voilà. Donc vous voyez, un manga traditionnel, c'est cette taille là. Et là, vous voyez, il est un petit peu plus grand. Donc voilà, ça s'est bien terminé. Je peux pas dire que j'ai été déçu. J'ai vraiment apprécié cette fin. De là à dire que c'est un coup de cœur ou quoi, pas du tout, mais je la relirai parce que j'ai vraiment passé un bon moment, un bon titre SF, abordable par tous et fait de façon intelligente. J'ai pas relevé trop d'incohérences et j'ai passé un super moment avec ce titre, donc c'est cool. Et pour finir, j'ai enfin découvert l'intégralité de la dernière série de comics de Buffy contre les vampires. J'aime pas ce titre français, Buffy the Vampire Slayer, c'est quand même mieux. Ou Buffy tout court. Alors, je vous montre ça vite fait, en plus je les ai mis dans le mauvais sens, je vous jure. Donc voici l'intégralité des trucs. Oui, il y a un orange parce qu'en fait, il vient... Je vais vous expliquer. J'espère que ça va pas être trop long. Donc vous avez la série de base qui fait 10 tomes. Donc ceci est le premier tome, je ne vais pas tous les tenir dans ma main. Voilà. Et la série n'a pas dû trop marcher en France, donc ça s'appelle... quand on la cherche sur Livradic, il faut taper Buffy contre les vampires 2019, parce que ça a commencé en 2019. Donc c'est chez Panini Comics. C'est fait par les studios Boom, pardon, je dis n'importe quoi. Donc voilà, à la base il y a 10 tomes.
Comme elle n'a pas trop marché en France, ils ont décidé de mettre le 9e et 10e tome dans un tome double, qui était sorti en début d'année. Et ils ont accéléré la sortie des derniers tomes. Si vous regardez les book hauls de l'époque, je crois que celui-là est sorti en décembre ou en janvier. Les 3 derniers titres étaient sortis l'un derrière l'autre tous les mois, quoi, parce qu'ils voulaient que les gens, parce qu'il faut reconnaître quand même ça, que les gens puissent avoir la fin de cette histoire et de cette collection, mais en même temps ils voulaient se dépêcher de la sortir parce que ça devait pas fonctionner de ouf. En même temps Buffy ça date maintenant un petit peu. Je sais pas si les nouvelles générations ont tous l'envie et la patience de regarder d'une série de cette saison, et dont les épisodes sont au nombre de 22 ou 23 je crois, sauf la saison 1 qui fait 11 ou 12 épisodes je crois. Maintenant les séries sont beaucoup plus courtes. Du coup les trames sont pas les mêmes. Quand on vous explique une série, quand on vous dévoile une série, les rythmiques sont pas les mêmes. Là on partait toujours sur un arc narratif sur une saison avec un ennemi en particulier, et après il y avait des épisodes un peu filler où il se passait d'autres choses. Enfin bref, c'était vraiment une manière de faire 90-2000 quoi, et c'est plus du tout le cas maintenant. Bref, mais ça reste une série de qualité, oui, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Et du coup, dans toute cette série, il y avait aussi ce titre. C'est lourd. Voilà, La Bouche de l'Enfer. Donc, en fait, il faut lire le tome 1 et le tome 2, parce que je me suis posé la question très longtemps, et j'ai enfin eu ma réponse. Donc, il faut lire le tome 1 et le tome 2 qui est là. Et normalement, avant d'attaquer le tome 3 qui est là, oh, c'est compliqué, hein, que j'adore regarder avec ce crâne magnifique, il faut lire celui-ci. Il vient s'incorporer en fait entre le 3 et le 2. Parce qu'il se passe un truc avec Buffy, et à un moment, entre le 2 et le 3, on voit plus Buffy. Et en fait, il faut suivre l'aventure de Buffy qui se rend, il n'y a pas de spoil, hein, dans la bouche de l'enfer. Donc du coup, je m'étais posé la question pendant très longtemps, et le truc qui n'a pas été très logique, c'est qu'ils ont sorti la première série, et ce titre-là est sorti après. Alors je sais plus quand exactement, mais il n'est pas sorti dans la continuité. Janvier 2022, et là c'était sorti en février 2021. Donc en fait, quand vous lisiez le 3, que moi j'avais lu à l'époque, j'avais lu les 4 ou 5 premiers, et que vous lisiez le tome 4, vous comprenez pas tout, parce qu'il y a certaines infos qui se trouvent dans celui-là qui est sorti un an après. J'ai eu du bol, moi je l'avais trouvé avec Petit Binôme et Margot, quand on avait été voir Margot sur Paris, qu'on avait fait le tour des librairies, on l'avait trouvé dans une boutique de BD, j'étais super content. Je voulais vous faire une installation de La Mort qui tue, bref, voilà, on va faire comme ça sera moins lourd. Donc, je vous disais, cette série s'inscrit dans un nouveau projet, dirons-nous, inédit, où on reprend les mêmes et on recommence. Mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va le situer dans notre époque à nous, c'est-à-dire que Buffy a commencé en 97-2004, si je ne vous dis pas de bêtises. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet. Donc du coup, on a décidé de reprendre tous les personnages de Buffy, la série avec le concept de base, et de la replacer dans notre contexte actuel. Donc du coup, ça peut donner lieu à de nouvelles histoires. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont vraiment essayé de s'affranchir de la série de base pour amener vraiment de nouvelles idées au niveau de la... Comment expliquer ça, du parcours des personnages. C'est très différent aussi. Vous risquez d'être très surpris par certains persos. Il y en a qu'on ne retrouve pas ici, il y en a qu'on voit vite fait, il y en a qui prennent une nouvelle plus d'importance mais qui n'auront pas la même relation avec les personnages. Enfin bref, ils s'amusent beaucoup à ça, donc quelqu'un qui n'a jamais vu la série ne sera pas perdu, et quelqu'un qui a vu la série, qui la connaît beaucoup par cœur, aura cette sensation d'avoir un peu du sang neuf. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est une série en dents de scie, en fait. C'est-à-dire que autant vous avez le premier tome... Faut que je vous montre. Enfin, je suis désolé, hein, je vais tout bouger encore, mais... Autant vous avez le premier tome que j'ai trouvé qui était un des plus réussis. Que ce soit au niveau scénario, au niveau dessin et tout. Au début, la série, elle a commencé avec Jordi Belair, donc qui était la scénariste jusqu'au tome 6. Après, elle a quitté le navire. Et vous aviez au dessin Dan Mora, qui je trouve avait un dessin qui était vraiment très, très sympa. Par exemple, vous avez ici Buffy, on la reconnaît bien. Vous avez ici Alex, qu'on reconnaît bien. Et vous avez également Willow ici, qu'on reconnaît bien également. Eh bien, ce ne sera pas la même chanson, parce qu'après on va passer à d'autres dessinateurs qui, je trouve, c'est moche. Je vais
Vous savez que je suis pas du genre à critiquer facilement et moi je trouve ça moche. Il y a des moments où vous avez le personnage d'Anya et le personnage de Buffy dans la même scène, vous les confondez toutes les deux parce que vous savez pas qui est qui. Enfin, autant les couvertures, faut pas s'attarder aux couvertures, hein, parce que les couvertures sont sublimes, mais c'est pas le cas du tout, quoi. Donc par exemple, vous avez ça, je trouve que c'est un graphisme qui est très très moche, quoi. Là par exemple, vous avez Buffy. Vous m'excuserez, mais je trouve ça très laid. Là vous avez Giles, bon je l'angoisse. Vous devez avoir aussi Willow qui se promène quelque part, je ne sais pas où elle est la petite Willow. Où es-tu, Willow? Il y a un côté très cartoon, mais très cartoon pas beau, quoi. Enfin, vous avez Willow qui est là. C'est pareil, quoi. C'est très moche. On reconnaît parce qu'elle est rousse. Bref, du coup, il y a une inégalité au niveau des dessins qui fait qu'on s'y perd un peu. Après, je trouve qu'ils ont d'excellentes idées de scénario. Franchement, ils sont partis sur autre chose et franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Après, je trouve que c'était un brin prétentieux, dans le sens où c'est difficile d'avoir de telles idées qui étaient quand même un peu denses et de les incorporer dans un comics où vous savez ce sera pas la même rythmique narrative que dans une série télé. Là, une BD comme ça, c'est lu en à peu près, on va dire, plus ou moins 30 minutes. Un épisode, c'est 40 minutes, donc vous pouvez plus prendre le temps des choses. Donc là, ils ont voulu accélérer le processus de racontage d'histoire. C'est très français ce que je dis. Mais du coup, ça devient vite confus. Je trouve que ça manque de fluidité entre les chapitres. Il y a des moments, pour vous donner un exemple, il se passe un truc avec un personnage. Et je continue à lire, et à un moment, Hélène, elle reparle du personnage. Je dis, bah, il est passé où, en fait, ce personnage-là? Et sans m'en rendre compte, je l'avais oublié, j'ai pas vraiment fait attention à ce qu'il était devenu. Des fois, on passe d'une scène, je vous dis, d'une scène à l'autre, ou d'un chapitre à l'autre, vous comprenez pas ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être un peu teubé, quoi. Je lisais le truc, et je fais, mais attends, j'ai pas compris, ou... Du coup, c'était assez compliqué à suivre, assez bête, parce que franchement, les idées étaient vraiment, vraiment sympas. Je trouvais que là-dessus, je peux pas critiquer. Les dessins, ben, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Et du coup, même si dans les premiers, je veux dire, les 2-3 premiers tomes où ça suivait quand même plus ou moins avec de la cohérence et c'était à peu près clair, très vite, ça va être confus. On va pas tout comprendre. Moi, je voulais pas revenir en arrière. Moi, je suis revenu quelques fois sur les pages d'avant pour essayer de comprendre. Des fois, vous comprenez pas plus. Les dialogues s'enchaînent. Des fois, j'ai l'impression que, ouais, on comprend pas ce qu'ils se disent. C'était assez flou. Donc je ressors très mitigé et je trouve qu'au niveau du dessin, ben, c'est pas ça du tout, quoi. Après, autre avantage qu'il y a et qui est vraiment sympatoche, c'est qu'à la fin de chaque numéro de Buffy, vous aviez des artbooks, c'est-à-dire des petites illustrations à chaque fin de tome et je trouve ça sublime. Regardez, là, ils sont en petite... je trouve ça sympatoche. Je vais mettre la lumière, je sais pas si on voit bien en fait. Voilà, est-ce qu'on voit un petit peu mieux? Vous voyez je trouve qu'au niveau du dessin, il y a vraiment des gens qui sont très 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 talentueux. Franchement, si j'avais cette qualité de dessin, vous avez vu, franchement, c'est sublime. Et du coup, il y a vraiment des graphismes très différents à chaque fois. Et ça, j'adore cette petite, un peu, ce petit musée d'illustration en fin de tome. C'est vraiment superbe. Franchement, moi, je trouve qu'il y a vraiment des dessins. Alors ça, c'est la couverture du dernier tome, normalement. Qu'on n'aura jamais puisqu'ils ont compilé 2 tomes, mais voilà, le problème qu'il y a eu, c'est que au final, ça s'est un petit peu perdu en cours de route, je trouve. Après, c'est pareil, dans les premiers tomes, l'humour était vraiment le même que dans la série. Moi, c'est un humour auquel j'adhère beaucoup. Il y a vraiment de l'autodérision, c'est une série qui se moque d'elle-même à la base. Et du coup, dans le comics, il y avait vraiment cet humour. Je serais même pas capable de vous expliquer les histoires. C'est dommage, et c'est là où est l'inégalité, c'est qu'il aurait fallu... que le même scénariste soit là du début à la fin, même si je pense qu'il était plusieurs à se concerter pour écrire tout ça, mais ça fait un petit peu un flop. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vais la garder quand même parce que je trouve que ça reste des beaux objets livres et puis que j'ai pas envie de la revendre. C'est les derniers trucs qui ont pu exister autour de Buffy. D'ailleurs, j'ai vu cet après-midi même... qu'il y a un essai qui allait sortir sur la série Buffy aux éditions Mnemos. Si j'y pense, je vous mettrai une image. J'ai vu ça via la story de Benjamin et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Enfin, voilà, bref. Je pourrais vous en parler des heures, ce n'est pas du tout le propos du jour. Mais voilà, je suis très content de l'avoir lu. Je ressors très mitigé, je la relirai pas demain. Mais c'est pas grave, vous voyez, j'avais un objectif encore ce mois-ci, mon petit objectif de fin de mois de lire... le petit graphique, ça porte ses fruits.
Je pense que je vais continuer. Bah, après, j'ai eu un peu de mal parce que du coup, je vous dis, j'ai avancé que de 250 pages en 5 jours sur celui-ci. Mais on a commencé mardi au final, on n'a pas commencé le lundi. Donc mardi, mercredi, on est vendredi aujourd'hui, donc ça fait 4 jours. J'ai lu que 250 pages. C'est parce qu'il y a des jours où j'ai pas lu. J'essayais déjà de lire mes 2 ou 3 BD, donc bah, j'avais pas le temps d'autre chose. Donc du coup, j'avais pas le temps de commencer de lire ma LC. Là, ça va, les BD est terminé. J'ai lu un petit peu, je vais relire ce soir. Et du coup, voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Je pense que la prochaine fois que je repasserai, je viendrai vous parler de ce livre-là que j'espère avoir terminé la semaine prochaine. Et la prochaine fois que je viendrai, je parlerai peut-être pas du nez. Et ça, ce sera une très bonne nouvelle. Sur ce, je vous dis à plus. 8 juillet. On est samedi soir. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce qu'il va y avoir le refrain. J'ai mis la ring light. Les volets sont fermés. Il est quelle heure? Il est 22h. J'espère que vous n'entendez pas, il y a le PC qui est en train de tourner, je upload le book que vous aurez du coup déjà vu. J'avais pas grand chose à vous dire, c'est pour ça que je suis pas revenu avant. Sinon, j'ai terminé Les Fureurs Invisibles du Cœur de John Boyne et j'ai commencé un service presse, celui de Frédéric Livens, Le Souffle des Ténèbres. J'ai rien lu, hein. J'ai dû lire 10 pages, même pas. Je me suis endormi hier et je sais pas si je vais lire beaucoup ce soir, sinon je lirai demain. C'est la nouvelle collection que Frédéric a lancée. Il y a certains de ces titres qui sont sortis sous plusieurs maisons d'édition qui ont fermé les unes après les autres malheureusement. Du coup il se lance en auto-édition et du coup il sort des titres, je vous les ai déjà montrés de toute façon, avec une vraie collection. Je trouve que c'est super bien fait, il a son petit logo, il travaille en collaboration pour ses couvertures avec Christophe Huet qui a un talent de dingue. Donc le premier titre c'est Le Souffle des Ténèbres et Frédéric a eu la générosité et la gentillesse de m'envoyer les 2 premiers numéros. Le deuxième c'est Elting Pot, c'est un recueil de nouvelles et le 3e tome est sorti, alors je ne sais plus le nom. Voilà, je vous mettrai la couverture. Donc j'ai hâte de lire tout ça parce que c'est vraiment sympa. Et du coup bah voilà, je me suis dit après une lecture assez longue, on va dire, parce que celui-ci, je l'ai lu sur pratiquement 2 semaines. Du coup, je suis retourné sur l'horreur avec Frédéric. Voilà. C'est un petit peu... c'est son genre fétiche. Hein. Je ne l'ai jamais vu écrire autre chose, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Sinon, avant que je vous parle du livre, mais je recule l'instant fatidique, j'ai pas pris de notes et j'ai fini le livre, c'est quand? Il y a 3 jours, 4 jours? J'ai dû le finir jeudi soir, je crois. Ah, attendez, ce que j'ai lu... Ouais, hier on était vendredi. Ouais, donc j'ai dû finir jeudi soir. Je vous ai filmé une vidéo pâle que vous avez déjà vue. Et j'ai rajouté des titres. Oui, j'ai rajouté des titres parce que... Il y a un bazar sur le bureau. J'ai rajouté des titres parce que je les avais oubliés. Donc je vais vous les montrer là tout de suite. On s'en fiche que ça ait été oublié. De toute façon, je risque certainement d'en lire d'autres aussi. Mais bref, j'aimerais vraiment lire au moins le premier numéro d'Elizabeth Peters avec sa saga autour de Amelia Peabody. Donc le premier titre, c'est Un crocodile sur un banc de sable. J'espère vraiment que je vais avoir le temps de le... Enfin, avoir le temps. Je vais prendre le temps de le lire. Je dois lire Dreams, le tome 1, Les Visiteurs de Rêve, qui est à la base, qui a été une trilogie de Thomas Palpan. Et depuis quelques jours, c'est une tétralogie, parce que Thomas a écrit un préquel. Donc c'est le tome 0. Et du coup, de voir ce préquel de sortie, je me dis que ce serait peut-être temps que je lise ce tome 1 et que je le sorte. Ça doit se lire bien, Thomas. Moi, j'ai lu Vol, que j'ai adoré, que j'ai trouvé super sympa. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Celui-ci dont je vous avais parlé, pareil, qu'il va se lire assez bien et que je trouve qu'il se prête pour moi très bien pour cet été, c'est Au les cœurs de Caroline Noël, c'est Charleston. C'est le fameux titre que j'ai demandé. Je vous ai demandé si vous aviez la version e-book parce qu'il me manque des pages. Vous savez, il y a une page qui est mal fichue à la fin. Là. D'ailleurs, je remercie encore une fois Claudine de m'avoir envoyé l'e-book, donc je vais pouvoir en profiter. Vous voyez, là, le livre, il manque les pages. Il en manque un peu. Et aussi, parce qu'il y a des titres que je dois quand même commencer, c'est Ce rêve bleu, vous savez, la réécriture de contes. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Ici, c'est écrit par Alice Braswell, c'est chez Hachette dans la collection Heroes. Et j'aimerais bien le lire parce qu'il est sorti en mai 2019 quand même. Nous sommes en juillet 2023 et j'en ai pas lu un. Je les ai tous, hein. Presque, il doit m'en manquer un ou deux. Parce qu'actuellement, ils ressortent tous en hardback. Ça m'intéresse pas du tout. Mais j'aimerais bien les lire pour voir ce que ça donne. Il paraît qu'Aladdin en plus il est assez sombre et moi c'est un de mes Disney préférés. Bref voilà, je rajoute ça à ma petite page, je vous montre ça vite fait bien fait.
Donc je viens avant tout vous parler de ce titre. Je vois rien du tout. Je vous jure, c'est hallucinant, je vous parle, mais tout est flou. J'espère que ma chronique sera un petit peu moins floue par contre. Donc Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. J'ai passé un très bon moment. Alors j'ai un petit souci avec ce livre. Je vous en parle juste après. Je pense pas que ce soit un coup de cœur, et pourtant tous les symptômes sont là pour que ça en soit un. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai passé un excellent moment de lecture, j'avais pas envie d'en sortir. Pourtant le livre, bon, c'est écrit assez gros quand même, je trouve qu'il est quand même, ça va. Il fait 850 pages, c'est assez dense parce que c'est quand même une saga. Oui, on peut la considérer comme une saga historique. J'ai pris le temps de m'attacher au personnage, au narrateur qui est Cyril, qui va nous raconter sa vie depuis sa prénaissance. Alors quand je dis prénaissance, il parle du ventre de sa maman, quand il est encore en fœtus, quoi. Il a que quelques mois, je sais plus, elle est enceinte de combien, jusqu'au dernier instant de sa vie, quoi. Donc voilà pourquoi le livre est assez gros. J'ai pris le temps de m'attacher à Cyril parce que je m'y suis pas attaché tout de suite. Je vous parlerai pas vraiment de l'histoire parce que c'est Cyril qui va juste nous raconter sa vie, quête identitaire. Il est abandonné par sa mère à la naissance, que sa mère est fille-mère. Du coup, il va avoir toute sa vie de recherche de l'amour. Alors, pas seulement maternel, on sent très bien, c'est vraiment le ressenti que j'ai, qu'il va chercher l'amour de l'autre toute sa vie. Il ne saura pas vraiment ce que c'est. Il va être adopté, mais ce sera un petit peu compliqué avec ses parents adoptifs. Et l'originalité de ce titre, c'est qu'à chaque chapitre, on fait un bond de 7 ans. Il y a des ellipses de 7 ans, donc on retrouve toujours Cyril, mais Cyril qui a évolué. Cyril qui est un petit peu mûri, qui a un petit peu changé à chaque fois. Et je trouve que l'auteur arrive, grâce notamment à ces ellipses, à éviter les dramas, parce que Cyril va vivre des instants assez tragiques, des moments très durs et douloureux dans sa vie. Et pourtant, des fois, le moment tragique arrive où on arrive à la fin du chapitre, donc on avance de 7 ans plus tard. L'auteur nous raconte où en est Cyril, sans forcément tout de suite nous dire ce qui s'est passé. Donc nous, on est impatients, donc du coup, ça provoque cette frénésie de tourner les pages et ce côté addictif, parce qu'en plus, la plume de John Boyne est d'une fluidité incroyable. Et après, il revient sur ce qui s'est passé, mais des fois, il le dit de façon indirecte. Du coup, ça évite la surenchère de drama et d'avoir ce côté plombant du livre ou too much, je trouve. Je trouve qu'il a bien géré ce côté-là, et du coup, ça passe tout seul. La plume de John Boyne, moi, les premières pages, quand j'ai lu, je fais c'est écrit, mais c'est très simple. Et au final, je trouve que c'est assez maîtrisé, parce que même si sa plume est très simple, ça évoque énormément de choses, parce que moi je me souviens que quand je quittais le livre, je repensais à ce qu'il avait écrit, ce que j'avais découvert dans le roman, et il y avait une impression qui me poussait un petit peu à la réflexion. Je réfléchissais à ce qu'il a voulu dire. Vous savez, il y a le fond et la forme. Donc la forme est très simple, mais dans le fond, il arrive à évoquer plein de sujets et à pousser un peu, ouais, à réfléchir, à se questionner aussi peut-être un peu sur nous-mêmes. Bien évidemment, essayer de comprendre pourquoi Cyril a agi comme il l'a fait dans le roman. Beaucoup d'humour aussi, et je trouve que l'humour, bon, faut adhérer. Alors c'est pas de l'humour où on va non plus se tenir le bide et en pleurer des larmes, mais un humour qui va permettre de critiquer certaines choses, mais de le faire de façon un petit peu plus légère, moins frontale, moins directe. Et ça passe plutôt bien. Enfin, avec moi, ça a très bien marché aussi, parce qu'il y a des moments où je me dis waouh, il y a des personnages, je veux dire, ils sont là ou quoi. Derrière Cyril, on va assister aussi à toutes ces rencontres, et il y a toute une galerie de personnages. Alors, des personnages qui vont être un peu les acteurs principaux dans la vie de Cyril, et après d'autres qui sont plus secondaires. La plupart, je les ai tous détestés. Je trouvais que c'était. C'est voulu, hein, parce qu'il faut rentrer absolument en empathie avec Cyril, donc je pense qu'ils ne sont pas tous forcément très gentil, mais Cyril par contre était d'une patience et d'une gentillesse avec eux. Il y en a une, je vous dirai pas laquelle, mais j'avais envie de lui mettre cher, parce que franchement la mentalité, il n'y avait rien qu'à aller. Il y a aussi la mentalité avec l'époque, parce qu'on commence en 45, donc c'est juste l'après-guerre. Cyril appartient à une communauté qu'on voit aussi évoluer au niveau des mentalités. Bon, malheureusement il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on voit que les choses sont vues autrement, donc au fur et à mesure que lui grandit, que lui mûrit, que lui envisage les choses, quand on vieillit, on se prend un peu moins la tête. Et le fait aussi, la société, comment elle grandit vis-à-vis de ça.
Je trouvais au début aussi que certains personnages, je trouvais qu'ils étaient limite à la limite de la caricature. Mais je pense qu'il a forcé le trait exprès pour vraiment nous montrer la bêtise de certains comportements et de certaines personnes vis-à-vis notamment de Cyril. C'est ça en fait, Cyril c'est vraiment le centre de gravité du livre. Et après il y a tout ce qui va tourner autour de lui. Et ça reste une excellente lecture. Je pense que c'est abordable par énormément de monde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on apprend aussi des choses sur l'Irlande, notamment sur Dublin, avec la religion qui était très présente. Où après ça va changer un petit peu. Du coup, les gens vont aussi changer de mentalité parce que la religion était assez pesante et c'est elle plus ou moins qui dirigeait certaines choses. Je vous préviens, dès les premiers chapitres, surtout les premiers chapitres, il y a des scènes assez dures. Faut pas être trop sensible parce qu'il y a aussi toute la cause féministe qui est un peu exploitée aussi dans le roman, mais il y a plus d'une fois où autant il y a des moments où ça va être très drôle, alors un humour pas forcément comme je vous dis à exploser de rire, mais qui nous fait sourire. Il y a des moments assez tristes, assez poignants. Alors moi personnellement je trouve que mes émotions sont restées assez intérieures. J'ai pas pleuré, j'ai pas eu j'ai senti qu'à l'intérieur ça me travaillait, mais j'ai jamais extériorisé, on va dire. Mais j'ai été touché, et il y a des moments où on est dans une profonde colère, et on a envie de... Je vous dis, il y a déjà un personnage, moi j'avais envie de... Oh là là, mais de l'encastrer dans le mur. Hein. C'était violent, hein, c'était violent. Et ouais, et je trouve que la fin, l'épilogue est très, très poignant, très beau. Je trouve que John Boyne arrive à vraiment finir son histoire d'une très belle façon. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Après, moi je vous dis, j'aurais dû vous prendre le premier soir parce que j'ai un petit peu la flemme. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc moi, je préfère le préciser, c'est une histoire... enfin, je me suis lancé dans ce roman parce que c'est Dorian qui l'avait lu, qu'on avait fait une chronique qui était très enjouée par cette lecture, qui l'avait beaucoup touché. Moi, j'avais déjà vu passer ce livre plusieurs fois sans vraiment m'arrêter dessus. Et comme en ce moment, j'ai pas trop... Ça revient. Hein. J'ai un petit peu... J'ai pas forcément envie d'imaginaire. Là, c'était une saga, vous savez que j'adore les sagas. On est sur quelque chose d'historique. C'est passé crème. C'était le bon moment pour le lire. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est, comme a dit Dorian, et je le rejoins totalement aussi, les Fleurs invisibles du cœur, c'est avant tout un personnage qui s'appelle Cyril. Et c'est un personnage qui marque. Qui marque beaucoup. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, alors que tout est là pour que ça le soit. Mais quand j'ai fini ma lecture, je pense que j'avais pas envie d'en sortir, hein, je vous le dis clairement. J'ai mis 15 jours à le lire, mais parce que j'étais bien dedans. J'avais pas envie d'en sortir, donc je le dégustais un petit peu. Il y a des soirs où je lisais pas beaucoup, d'autres où je lisais un peu plus. Et je vous dis, il y a l'empathie que John Boyne arrive à développer entre le lecteur et son personnage, et du coup, on n'a pas envie de le lâcher, parce qu'on va l'accompagner tout le long, en fait, tout le long de sa vie, et du coup, il y a un attachement assez fort. Parce que nous, on connaît la vie de Cyril, on connaît les épreuves qu'il a traversées, qu'il a vécues. Donc du coup, quand il a certaines réactions, on sait pourquoi il a ces réactions. Et on veut aussi le protéger parce qu'il y a des moments où il va faire des choix, où il va dire ou faire des choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour lui. Mais c'est peut-être un peu de la naïveté ou de la générosité aussi quelque part, peut-être le fait de... Oui, c'est de la gentillesse, c'est de la générosité quelque part, c'est donner aux autres alors qu'on ne recevra pas la même chose en retour, mais on le fait parce qu'on en a envie. Et tout ça fait que voilà, on s'y attache beaucoup. Donc du coup voilà, je ne me demandais pas pourquoi, j'en sais rien pourquoi c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une excellente lecture. Je sais pas si je le relirai, parce que je sais pas, là, le moment était là pour... Bah c'était le bon moment, il y a des lectures comme ça où c'est le bon moment, tac. Vous lire ça à ce moment-là, ça s'est très bien passé. Je remercie en passant, alors j'ai lu en lecture commune avec Rochelle et Céline Candy Shy, mais Céline Candy Shy l'a stoppé, elle le reprendra plus tard parce que c'était pas le bon moment pour elle. On a échangé avec Rochelle, et avec Rochelle c'est toujours un plaisir, je sais pas si elle regardera ces vidéos, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle. On l'avait fait sur notre part de nuit, même si moi je suis parti avant parce que voilà. Mais là autant Rochelle ou moi on a beaucoup apprécié cette lecture, et on a bien échangé, c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle parce que c'est vraiment des échanges toujours constructifs, intéressants, enrichissants. Et en plus, comme Rochelle est également autrice chez Juno Publishing, elle est autrice donc elle va avoir un point de vue qui est un petit peu différent. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc du coup, quand on échange, elle a son point de vue à elle, bon, en tant que personne, hein, mais également en tant qu'autrice, et c'est toujours intéressant de voir l'angle de son avis en fait. L'angle de son avis, c'est très bizarre comme phrase. Son angle à elle, comment elle voit les choses. Je suis fatigué, je pense que je dis des phrases qui ne sont pas très françaises. Moi je trouve que l'été était parfait, voilà. C'est ma première lecture d'été on va dire, parce que je l'ai commencé fin juin, je l'ai fini début juillet, et c'était une très très bonne découverte, et ça n'a fait que renforcer mon goût de la lecture qui revient, qui a été amorcé avec le mystère du roi en jaune, et là qui va un petit peu plus loin, donc c'est très cool. Je suis très heureux d'avoir découvert ce titre. Alors je l'ai pas mis dans le book haul alors que je l'ai acheté ce mois-ci aussi, enfin le mois qui vient de passer, j'ai carrément zappé, mais bref, voilà. Donc il a été aussitôt acheté, aussitôt dévoré, et du coup je suis sur celui-là. Je ne vous en parle pas parce que j'ai lu le prologue et un chapitre, donc clairement j'ai pas grand chose à en dire, mais je reviendrai vous en parler. Je pense que je vais le lire assez vite, hein. Il n'est pas très très gros, il fait un peu plus de 200 pages. Bref, voilà pour les petites nouvelles. Moi j'ai fini de télécharger la vidéo. Le temps que je vous parlais, elle s'est terminée. Je ne sais pas si vous avez entendu d'ailleurs. Je vais essayer de l'uploader ce soir, et ensuite je vais aller au dodo pour être frais et dispo demain. Et sinon, moi je suis content de retrouver le plaisir de lire. Alors comme je vous dis, je lis plus autant qu'avant, mais je lis comme je peux. Bref, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, et merci de me suivre, hein, parce que je vous le dis pas souvent, mais voilà, j'ai envie de le dire aujourd'hui. Et je vous dis à plus tard. Salut. Donc, normalement, j'avais dit que j'arrêtais le vlog à la session d'avant. Au final, je vais l'arrêter là. Voilà, je vais retourner à un truc, parce que je crois qu'il est pas très long, sinon vous allez être perturbé. Oui, j'ai l'habitude de faire des vlogs longs, vous le savez. Bref, j'ai plusieurs choses à vous dire et à vous montrer. Donc on va faire tout ça dans l'ordre, au fur et à mesure de tout ça. J'ai fini une lecture, j'en ai commencé une nouvelle. Je vais déjà vous raconter ma vie pleine de trous, et ensuite on ira vers les lectures. Donc dimanche, je suis allé au Dormantastique. Alors j'étais tout content en arrivant, parce qu'il y avait plus de stands que d'habitude. En gros, pour vous la faire courte, tout autour du château, vous avez plein de petits stands qui va concerner tout ce qui est artisan, donc des gens qui par exemple qui vont vendre du savon, de la nourriture, des pierres, des vêtements, des objets de décoration. Et une fois qu'on atteint le château, on a un grand barnum où vous avez des stands avec éditeurs ou des auteurs auto-édités, enfin ou des auteurs édités, enfin bref, vous voyez le genre. Et ensuite vous rentrez dans le château où à l'étage vous avez encore, il y a 3 salles je crois, et vous avez encore des stands de livres. On est arrivé, il y avait plus de monde que d'habitude au niveau des exposants, donc je trouvais ça plutôt cool que ça grandisse. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Bref, et on était tout content, donc c'est tout, on arrive, on va au premier stand, on commence à discuter tout ça. C'était le stand des éditions Los Dals. Moi j'avais déjà plusieurs livres, je vous avais déjà parlé des Enfants de l'ours, je sais pas si vous vous souvenez, de Céline Polyger, qui est une autrice qui habite à côté de chez moi, et qui a édité cette maison d'édition. On est arrivé, sans mentir, 10 minutes après, il y a une annonce micro, comme quoi il y a un orage qui va éclater. Le coin est en vigilance orange, sous ordre de la préfecture. Il faut fermer le salon à midi, parce que l'orage est annoncé à 17h, je crois. Il était 10h05. Donc vous doutez bien que tous les stands ne vont pas attendre midi pour fermer, mais qu'ils vont fermer tout de suite, parce qu'il faut le temps de tout remballer. Il y en a qui ont quand même un temps de préparation pour s'organiser à tout remballer et tout ça, enfin bref. Donc du coup on a fait un tour vraiment speed. J'ai pas eu le temps de tout voir. Moi je voulais voir le stand des éditions Magic Mirror, où il y avait notamment Nina Gorlier, que j'avais vu l'année dernière. On avait vraiment bien papoté, et cette année il y avait aussi Magali Lefebvre, donc celle qui a écrit, attendez je vais vous montrer, c'est celle qui a écrit ce livre-là, que je n'ai toujours pas fini, qui a écrit ça dernièrement. Et elle a écrit, je crois que c'est Sans d'écume aussi, qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps aux éditions du Chat Noir. J'aurais bien voulu aller la voir et discuter avec elle et tout de ses ouvrages, même si j'ai pas lu son livre. Et au final, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc je me suis un peu speedé. J'étais avec Petit Binôme, on a speedé, on est monté à l'étage, on a vraiment regardé les stands en 2-2. Et je me suis arrêté sur le stand d'une autrice que je ne connaissais pas, et j'ai été attiré par un livre, celui-ci. Donc c'est chez Livresse Édition, c'est un recueil de nouvelles, ça s'appelle Les Nouvelles de l'Ouest. Celui-ci c'est l'Aube,
Donc, entre autres, il y a Jean-Pierre Favard qui a écrit dedans. Après, personnellement, je connais pas les auteurs qui sont publiés. Donc là, c'est Aube. L'autrice m'a expliqué que pour Aube, c'était de l'horreur psychologique. Et l'autre roman, c'est... je vous mets là. C'est Nouvelles de l'Ouest, Crépuscule. Et là, on est plus sur de l'horreur graphique. Donc ça se passe au western. Mais ça a l'air d'être vraiment bien. Voilà, j'adore la couverture. Du coup, je me suis empressé d'aller le regarder. Et du coup, l'autrice en a profité pour me parler de ses romans. Donc, c'est avec plaisir que je l'ai écouté. Il y en a plusieurs qui m'ont interpellé, notamment un que je n'ai pas pris parce que je peux pas tout prendre non plus. Une autrice qui écrit un peu. Tenez, il y avait le marque-page. Moi, j'aurais pu vous montrer le marque-page. Voilà, je me souvenais plus que j'avais le marque-page. Donc, l'autrice est Céline Saint-Charles. Et du coup, on a discuté un petit peu, elle m'a montré tout ce qu'elle faisait. Donc elle écrit dans tous les genres, elle se restreint sur rien, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai quand même craqué sur l'Apocalypse selon Sandra, c'est sur les zombies. Vous savez que j'aime les zombies, je vous en ai jamais trop parlé sur la chaîne. Ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Mais là, elle m'a vraiment attiré parce qu'elle est elle-même très fan de zombies. Et elle m'a dit qu'avec cet ouvrage, elle voulait un peu casser... le schéma habituel qu'on voit dans les livres, même dans les films, autour des zombies. Et elle voulait casser les codes et réécrire autre chose. Donc du coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le livre est pas très très long. Il y a un petit travail au niveau de la couverture. Vous avez une petite main zombie en bas, vous voyez. Et si je tourne les pages, on la voit bouger. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte de la chose. Voilà. Vous voyez. Donc du coup, voilà. J'en ai profité pour le prendre. Donc j'aurais pris ces deux petits livres là, c'est la seule autrice avec qui j'aurais eu le temps de discuter parce qu'en fait le temps que je discute avec elle, je sais pas, 20 minutes, 25 minutes, je me suis retourné, tout le monde avait remballé. J'ai eu le temps de faire un petit coucou à Pablo Béag que j'avais déjà vu à un autre salon un mois avant. Et je le reverrai en fin d'année. Et sinon, voilà, ça a été vite bâclé. Et du coup, sur le premier stand chez Max Lansdals, pardon, j'ai pris ce beau livre, ça s'appelle Ténéridae, la dernière gardienne. Donc c'est le premier livre graphique qu'ils font. Donc c'est écrit par Elisea Di Marco et c'est illustré par Thierry Nicholson. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais vérifier, j'ai pas envie de dire une nannerie. Voilà, le texte c'est ça, les dessins, les couleurs, et le scénario c'est de l'éditeur, donc Max Lansdals. Je vous laisse voir la beauté de l'objet, c'est absolument sublime. Moi j'ai craqué direct. Donc à travers le texte, il y a des indices à trouver et il y a une espèce de petit jeu de pistes. Donc le lecteur est fortement impliqué dans l'histoire. Il a vraiment un rôle à jouer. Et on va revisiter un peu toutes les mythes qui existent, donc gréco-romain, nordique, tout un petit peu mélangé. Et les dessins sont sublimes. Moi, c'est les dessins qui m'ont vraiment fait craquer. Alors attendez, parce que tout est collé. Je vais vous montrer d'autres dessins. Alors, j'essaie de montrer d'autres que ceux que j'ai montrés sur Insta. Voilà. Et ouais, franchement, j'ai pas pu dire non. Donc, ça a l'air vraiment sympathique. Donc je sais pas ce que vaut du coup l'histoire, j'espère que ce sera bien. J'ai pu en discuter un petit peu avec l'autrice, donc Elisea Di Marco qui a écrit le texte. Je trouve ça superbe. J'achète pas beaucoup de graphiques, mais là j'étais vraiment tenté. En plus c'était un one shot, donc j'espère que ça marchera et qu'ils en rééditeront d'autres parce que c'est vraiment très très joli. Donc voilà pour mon petit butard. Donc j'ai été raisonnable, en même temps je suis resté quoi 1 heure, donc je pouvais pas trop faire autrement, sinon je pense que j'aurais plus craqué. Donc un petit peu triste que ce soit fini si vite et d'être parti un petit peu en quatrième vitesse. Sinon, j'ai fait 2 petits achats. Alors, pas des achats de livres. Ah oui, les livres que je vous montre là, je les remontrerai pas du coup dans le book haul. Il n'y a pas d'intérêt. Alors là, je déballe avec vous. Je me suis fait juste 2 petits craquages. Je me suis pris ce film-là. Donc, c'est Dragon Ball Super Héros. Le film, donc vous savez qu'il y a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, et maintenant il y a Dragon Ball Super Héros. Donc c'est le manga que je vous montre à chaque fois, que j'achète tous les mois là. Et ils en ont fait un film avec Sangohan et Piccolo, donc moi je l'ai vu en magasin, je l'ai pris direct. J'en ai pas trop entendu parler, mais je sais pas, moi ça complète ma collection. Je sais que tout le monde n'aime pas Dragon Ball, moi perso je suis hyper fan. Donc voilà, j'ai pris le petit Blu-ray. Et il y a aussi les Prime Day sur Amazon, oui je sais Amazon, le grand méchant.
Et du coup, moi j'ai juste pris un film qui me tentait beaucoup, avec une actrice que j'aime beaucoup, c'est Virginie Efira, et le titre du film c'est Revoir Paris. Donc c'est un film de Alice Winocourt, et il y a aussi également Benoît Magimel qui joue dedans. Et il y a notamment une scène que j'ai vue en extrait sur internet, je crois, euh, où il reproduisait les attentats de Paris. C'était assez saisissant comme scène, assez, ouais, assez dur. Et du coup, Virginie Efira est dans cette scène justement. Donc ce film parle on nous parle donc de Mia, qui est jouée par Virginie Efira, qui est prise dans un attentat dans une brasserie. 3 mois plus tard, elle est toujours choquée par ce qu'elle a vécu. Elle se souvient de certains éléments de ce soir-là qui l'ont vraiment traumatisée. Elle n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Et elle décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible. Donc essayer de se rappeler de tout pour pouvoir passer à autre chose. Ça a l'air d'être assez poignant. Moi je trouve que Virginie Efira, moi personnellement j'aime beaucoup cette actrice. Donc voilà. C'est pour changer, je vous montre toujours des livres. J'ai changé un petit peu. Donc voilà, 2 petits achats de films. Après c'est pas le tout, c'est parce que moi j'en achète, mais en fait je prends jamais le temps de les regarder. Ça c'est mon gros défaut, c'est qu'après je dis je vais la regarder, je vais la regarder, je vais la regarder. En temps normal j'ai le temps, je la regarde déjà pas, et en ce moment j'ai pas vraiment un temps de dingue et je rate pas plus. Laurent dans toute sa splendeur. Mais je vais essayer de la regarder parce que les deux m'attirent vachement. Sinon, j'ai terminé Le Souffle des Ténèbres de Frédéric Livins en auto-édition dans cette nouvelle collection qui vient de sortir. Celui-ci c'est le premier tome qui m'a envoyé en service presse, donc je le remercie encore une fois parce que c'est vraiment gentil à lui d'avoir pensé à moi. Une couverture de Christophe Huet qui est absolument sublime. Dans cette histoire, on va suivre Brian et Suzy qui se rendent en Bretagne pour visiter. Et Brian, c'est aussi pour mettre un petit peu des mots et des images sur les souvenirs de son grand-père qui lui a beaucoup parlé de cette région où il a vécu. Donc ils se rendent là-bas, et là-bas il y a un château. Donc ils arrivent dans une auberge, au début ils sont tout seuls, ils trouvent ça un petit peu bizarre qu'il n'y ait personne avec eux. Et ils disent qu'en général les gens viennent pas loger là, ils vont loger dans le village d'à côté. Donc eux ils disent c'est pas grave, on est là, on est très bien. Et ils décident d'aller au château, et le tenancier de l'auberge leur dit mais allez pas dans le château, quoi. Faut pas parler de ça parce que sinon les villageois vont regarder de travers. Tous les anciens ils connaissent plein de légendes autour de son château, des croyances, des superstitions, voilà, c'est assez mal vu, faut pas y aller. Brian et Suzy y vont, je crois qu'ils s'engueulent ou je sais pas quoi. Brian part devant, Suzy le suit, et elle le retrouve par terre, il s'est cogné la tête, il s'est cassé la gueule dans le château, quoi. Elle le ramène, et puis il est pas bien, tout ça, et suite à ça, il y a plein de phénomènes qui vont commencer à se produire. Donc j'ai passé un super bon moment. Première chose à dire qui est très importante, parce que ça va vous faire rire, quand j'ai commencé le livre, je me sentais en terrain conquis et je me dis ouais, je sais où Frédéric il va aller, je sais ce qu'il va dire, je vois absolument où ça part. Et tout ça pourquoi? Parce que j'avais même parlé de la couverture, c'est juste en voyant l'image, je me dis ouais, je vois, ça va être ça, ça, ça. Et ben je me suis trompé sur toute la ligne, c'est parti dans une direction que je ne m'attendais absolument pas. Donc comme j'avais pas lu le résumé en plus, donc je suis parti un peu vierge de tout, j'avais lu juste le résumé quand j'ai reçu le livre, mais ouais, c'est peut-être passé 3 semaines ou un mois avant que je le lise, entre le moment où je l'ai reçu et je l'ai lu. Et du coup j'ai adoré parce que le principe de l'histoire c'est qu'au début c'est assez pas assez lent. L'auteur il prend le temps d'introduire son histoire, ses personnages, ce qui s'est passé, ce que l'on pense, machin. Et je trouve que tout au fil, alors l'histoire fait 250 pages, tout au fil de l'histoire et qu'on avance dans le roman, ça va s'intensifier. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'au bout d'un moment on est de plus en plus pris par l'histoire. La dernière partie, alors faut savoir déjà que Frédéric il a une plume qui est super fluide et addictive, donc vous enchaînez les pages, quoi. Ça se lit super bien. En plus je trouve que le livre est plutôt bien édité parce qu'il est assez aéré, vous voyez, il n'est pas écrit trop petit, donc du coup c'est très agréable à lire. Et la dernière partie, écoutez, j'ai trouvé que c'était très visuel, j'ai adoré, j'étais vraiment immergé dedans, fallait pas me parler, quoi. J'étais à fond dedans, j'ai dit tais-toi. J'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. Je veux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que si je sors trop de mots, vous allez comprendre. On est sur une région que moi j'adore, ça fait des années que je dois y retourner, je suis pas retourné, mais moi la Bretagne et la Normandie, c'est des régions qui me fascinent. Je trouve qu'ils ont su garder un certain style ancien, vous savez, tout ce qui est médiéval et tout, et du coup je trouve que ça laisse quelque chose d'assez rêveur. Moi j'aimerais trop aller à la forêt de Brocéliande un jour. Quand, je ne sais pas, mais un jour j'irai. Et voilà, c'est 2 régions que j'adore, donc du coup, l'histoire qui part sur cette région, j'ai trouvé ça génial.
Et on sent que c'est aussi travaillé. Je pense que Frédéric a quand même mené des recherches parce qu'à un moment il explique certaines choses avec des dates assez précises. Et je me dis, à mon avis, pour rendre son histoire solide et crédible, je pense que Fred il a fait des recherches. Et j'ai tout aimé. Petit bémol personnel, c'est que j'ai tellement aimé que je trouve que la fin arrive trop vite. Parce que tout le long du roman, il prend son temps, sans prendre trop son temps non plus, mais bon, il prend le temps de développer ses personnages, développer son histoire. Toi, tu sais pas trop où ça va, tu te dis, il va y avoir ça, attends, il fait ça, pourquoi il fait ça, enfin bref, il y a tout ce petit truc-là. Et ça prend une ampleur, à la fin, c'est très, ça fait très cinéma hollywoodien, quoi. J'ai trouvé que c'était, ça pétait de partout, c'était génial. Et ouais, la fin arrive de façon assez abrupte et c'est plié en 2 minutes. Et ça m'a un petit peu coupé dans mon élan. Mais ça, c'est la frustration du lecteur qu'on veut plus, c'est qu'il est trop gourmand, bien évidemment. Donc voilà, vous l'avez là, le mec qui n'est jamais content, qui en veut toujours plus. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment. Mais ouais, j'ai bien aimé. C'est pas trop gore, ça va, parce que si je compare, alors moi de Frédéric, j'ai déjà lu un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles, vous avez tout, donc ça compte pas, c'est pas encore pareil. Mais en histoire complète, j'avais lu Murmure d'ombre l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Où c'était beaucoup plus violent, beaucoup plus graphique. Là, c'est pas encore pareil, c'est pas amené de la même façon, je trouve. Et c'était vraiment bien. Voilà, c'est pas trop. Bon, il y a du sang un petit peu, il y a quelques scènes un petit peu scabreuses, mais c'est pas encore pareil. Je trouve que ça va au niveau de la violence, mais c'était vraiment, vraiment sympa, vraiment dépaysant. J'ai passé un excellent moment. Donc je le remercie pour l'envoi du service pass. Juste la fin, voilà. Moi j'ai trouvé que la fin, j'aurais bien voulu qu'il continue sur une 50aine de pages pour ramener la fin tout doucement. Enfin bref. Je me fais rire le gars qui est jamais content. Bref, et du coup j'ai commencé après ça autre chose. Parce que c'est maintenant ce que j'ai vu, il y a plein de personnes sur Insta qui essayent de varier les genres pour éviter les pannes de lecture. Et du coup ils parlent vraiment, je sais pas, ils vont lire une romance, ensuite ils vont lire un thriller, ensuite de la fantasy. Et il y en a, ils connaissent pas beaucoup de panne de lecture ou très peu d'abandon et ça se passe super bien, quoi. Donc du coup j'ai dit je vais partir sur autre chose, donc je suis parti en Égypte. Ça y est, enfin, j'attaque le premier tome de Elizabeth Peters, Un crocodile sur un banc de sable, la saga Amelia Peabody. J'ai pas lu grand chose. Je suis au chapitre 4, j'ai lu 36 pages, hein, je suis vraiment au tout début. J'ai mis un petit post-it pour séparer les deux tomes. Donc on suit une vieille fille qui décide de partir en Égypte pour s'adonner à sa passion pour l'histoire antique. Je ne vous en dis pas plus, j'en suis pas encore là. Moi, elle n'est pas encore partie en Égypte. Je crois qu'ils vont y partir. Attendez, mais je crois qu'elle n'est pas partie encore. Non, elle n'est pas encore partie. On est vraiment sur la présentation des personnages, la rencontre de certains personnages, notamment cette dame de compagnie qui s'appelle Evelyne. Donc là, on vient de passer quelques pages où comment elles se sont rencontrées et tout. J'ai trouvé au début, pour le peu que j'ai lu, qu'Amélia, donc l'héroïne principale, a été assez culottée, elle tenait la dragée haute au bonhomme, elle se laissait pas faire. Mais en même temps, elle a sorti 2-3 trucs que j'ai pas trop appréciés, donc je sais pas trop quoi penser du personnage, ça me bloque un petit peu. Parce que dedans, à un moment, elle embauche un mec qui est à la base traducteur pour les touristes, et je crois qu'elle est en Italie. Et à un moment, du coup, le gars parle à un autre Italien et il critique Amélia en disant qu'il n'est pas assez payé et tout. Elle entend, mais elle comprend l'italien. Donc elle commence à lui dire, écoutez, je vous ai pas embauché pour me traduire les choses, je sais parler italien, j'ai pas besoin de vous. Moi, je vous ai embauché pour tenir mes paquets. Donc quand je demande et que je vous embauche, vous faites ce que je vous dis, point barre. Et ça m'a un petit peu... Ah ouais, d'accord. Donc il y a un petit côté pet sec, je suis pas hyper fan. Après c'est juste un détail, un trait de caractère. Ça va peut-être un peu changer, mais elle a l'air assez spéciale, la petite dame. Donc on verra bien, je vais attendre, hein. J'ai lu 36 pages, regardez là, il y a 2 tomes, il y en a pour 1000 pages, non, 700 pages, donc on va attendre. Il y a beaucoup de bons retours, ça a été conseillé par Vos livres font désordre sur Instagram, c'est lui qui était venu me voir quand j'avais fait mes chroniques autour du Christian Jacques. Et c'était ces femmes qui ont fait l'Égypte, et l'autre c'était quoi? Ah ben l'histoire de Cléopâtre. Donc voilà, il était venu me voir, il me dit si t'es dans l'Égypte, essaye ça, et tu verras les enquêtes portent sur l'Égypte de l'Antiquité, et on apprend plein de petites choses et tout, c'est vachement bien. Donc on verra bien, je suis vraiment qu'au début, hein, je peux pas trop vous en dire plus. Mais voilà, j'ai commencé ça sent bon le soleil, et c'est bien la période. Vous voyez, là je vous tourne, j'ai voulu vous tourner, je puis dire, ou avant-hier,
mais dans la pièce il faisait une chaleur effrayante. J'ai dit laisse tomber, je vais pas tourner là, je vais couler de tous les côtés. Là la température a baissé un petit peu, il y a de l'air, on se sent quand même mieux. Voilà du coup, bah écoute, ça avait le coup que je vienne parce que ça fait 25 minutes que je vous parle. Donc je pense que j'arrêterai ce vlog ici. Et puis j'en reprendrai un pour vous parler notamment de cette nouvelle lecture. J'espère que de votre côté tout se passe bien, que ce soit au niveau des lectures. Peut-être que vous êtes en vacances, donc parti au soleil, ou pas. Parti en vacances, ou même chez vous, en vacances, tranquille, à vous détendre. Et c'est aussi bien. Et voilà, donc ceux qui sont partis en vacances, bonnes vacances à vous, hein, quand vous verrez ce vlog. Ceux qui sont chez eux, bah, bonne lecture, ou bon film, ou bon jeu vidéo, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt alors. Salut.